Bonjour, c'est Yann de The Business Solution Company. Aujourd'hui, on va vous parler recrutement. Comme vous le savez, à Business Solution Company, on aide les entreprises, les salariés ou bien les investisseurs à développer leurs profits et leur chiffre d'affaires. Quand vous êtes une entreprise, vous avez évidemment besoin de personnes et il est important de recruter les bonnes personnes au bon endroit. J'ai l'immense plaisir d'interviewer Paul Flanagan, qui est un recruteur international. Bonjour Paul, merci de nous accorder cet entretien dédié donc au recrutement. Tu es un recruteur international. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus et nous dire en fait qui tu es? Merci Yann de m'avoir invité à ton YouTube channel. Je m'appelle Paul Flanagan, comme tu viens aussi de le dire. J'ai 58 ans, je suis belge-flamand, donc la combinaison est très importante pour les Belges. Et je vis depuis 35 ans en Allemagne, en Sarre, c'est à 80 km de Metz et du Luxembourg, donc dans le cœur de l'Europe. Bon, dans ma vie, il y a eu plusieurs étapes. Les 35 ans sont passés comme ça, mais avant, il y avait encore quelques années. Donc, les autres étapes de ma vie, c'est 15 ans en Belgique. J'ai habité au Limbourg, Genk, et c'est là où j'ai fait mon école primaire. J'ai passé après 6 ans en Espagne, à Valencia, où j'ai passé un collège, un lycée français de Valencia, où j'ai fait mon bac. J'ai fait 3 ans en France, des études dans une école de commerce à Bordeaux, l'INSEC. C'était en 80, promo 84. Et j'ai fait 1 an aux États-Unis, à San Francisco, San Jose State University, pour faire un MBA après. Donc, c'est là où, en 85, je suis arrivé ici en Sarre, en Allemagne, pour mon premier job. Et après 25 ans de cadre supérieur en Allemagne, dans le secteur automobile, je me suis, en 2010, mis à mon compte comme consultant, avec un accent principal sur les ressources humaines transfrontalières. Et c'est là où, depuis maintenant presque 10 années, je gagne ma vie et je conseille et je travaille avec des sociétés qui vraiment cherchent du personnel et du personnel bien spécial. D'accord, d'accord. Un petit bonjour d'ailleurs à la Belgique qui nous regarde sur la chaîne YouTube. Euh, Justement, en parlant de recrutement, quels sont les profils les plus demandés en ce Oui. moment? Oui, alors les profils les plus recherchés dépendent vraiment fortement du secteur d'activité. Ça, il faut le dire. Chaque recruteur a sa spécialité, a son réseau et son network. Et donc, mon expertise est surtout concentrée sur l'industrie automobile et ses sous-traitants, représentés par les équipementiers et aussi par l'industrie de l'automatisation usine. Donc là où la digitalisation est en route et Industrie 4.0 se développe de plus en plus. Nous cherchons dans cette branche des constructeurs mécaniques, électriques et software qui savent donc réaliser des projets d'automation et peuvent assurer le service de maintenance. Ça devient de plus en plus important car les usines doivent fonctionner pour augmenter leur productivité et c'est là où vraiment l'automatisation et aussi de garder les machines en route devient de plus en plus important et c'est là où les jeunes ingénieurs vont pouvoir trouver des jobs aussi bien dans la mécanique que dans l'électrique software. Et est-ce que ces besoins que tu viens d'évoquer sont-ils également dans l'industrie mécanique en général ou plus spécifiquement dans l'automobile? Ben, dans l'industrie mécanique en général, c'est naturellement c'est des petites sociétés, des PME qui font de l'industrialisation et c'est là aussi où c'est vraiment comme ça. On a besoin de jeunes hommes qui ont de l'expérience avec des machines ça couvre donc tous les créneaux mécaniques, électriques, etc. D'accord. Donc, on voit dans les différents reportages, dans les différents articles, que l'Allemagne est très à la pointe au niveau de la technologie, de l'automatisation. Maintenant, si
un Français, un Belge, un francophone souhaite venir proposer à une société allemande dans l'automobile, que recommanderais-tu par rapport ou passer la compétition par rapport à un local? Oui, là, il faut surtout assurer une certaine expérience, avoir une certaine expérience avec des systèmes, par exemple pour la mécanique, c'est le CAD, c'est le AutoCAD, AutoCAD, mais aussi Unigraphics ou CATIA qui est Ouais, important. Si on n'a pas ces instruments, eh ben, ça vaut pas la peine de se mettre candidat parce que ce sont les 3 systèmes qui sont mis en route en Allemagne. Pour la partie de l'électrique, les ingénieurs électro, c'est là où, par exemple, la planification des armoires électriques, etc., là, c'est du E-Plan, c'est un système software pour planifier des armoires électriques. Et dans le software, ben, c'est les automates programmables, donc c'est le cœur de la machine. C'est la machine qui est programmée et c'est là du Siemens S7 ou c'est du Schneider. C'est 2 sortes d'automates programmables qu'il faut connaître. Donc, c'est-à-dire, il faut, à part de parler l'allemand et l'anglais, ce qui ouais, est absolument nécessaire en tant que soft, ce qui n'est pas soft parce que c'est assez dur, mais donc il faut avoir aussi les hard skills aussi. Et les hard skills, c'est vraiment il faut connaître les systèmes qui sont utilisés par l'industrie. Donc, si on va dans l'industrie de l'automatisation, il faut s'informer d'abord, même dans la formation professionnelle, parce qu'il faut, avec des cours particuliers ou n'importe, il faut vraiment mettre sur le bon cheval et réellement avoir le bon tooling en main, parce que sinon, on ne va pas être embauché. d'accord, c'est clair. Et justement, tu parlais des hard skills. Euh, que penses-tu des soft skills? Est-ce qu'aujourd'hui, les soft skills sont plus importantes ou moins importantes que les hard skills? Moi, je dirais que aussi bien les hard skills sont importants et les soft skills aussi. Et il faut réviser dans une période tous les 5 ans, il faut réviser quels sont les hard skills nécessaires et quels sont les soft skills nécessaires. Parce que, par exemple, aujourd'hui, dans toutes les embauches, dans toutes les demandes chez nous, eh ben, il y a par exemple le project management à travers Scrum. C'est un système digital nécessaire et ça, c'est aussi un soft skill tel comme par exemple Microsoft Excel. Scrum est demandé aujourd'hui et il faut l'avoir. Donc, tous les 5 ans, il faut repasser un peu les besoins du marché et il faut regarder qu'est-ce qu'on en a besoin. Est-ce qu'il y a des nouveaux tools et après, il faut s'y mettre parce qu'il faut créer un CV qui soit tellement intéressant, aussi bien soft ou les hard skills, et aussi les travaux pratiques qu'on y met, parce qu'il faut faire la différence contre les autres candidats. Donc, il faut avoir un CV qui est bien structuré et bien up-to-date. Il doit être actuel parce que aussi avec le contenu qui doit être actuel, parce que sinon on passe à côté de la plaque. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, en sortant de l'école, même si on a fait de très bonnes études, on va devoir, si je te comprends bien, on va devoir se former tout au long de sa vie. Oui, il faut toujours avoir un œil. Naturellement, la formation de base, avoir un diplôme, c'est très très important parce que c'est la moindre des choses qui est demandée. Cependant, ce n'est que la base. Au-dessus de ça, il faut toujours s'informer à côté de ces études, qu'est-ce qui est en ce moment important. Je pense aussi, par exemple, dans les formations de qualité, le ISO 9000,
le ISO TS 16949, ce sont des nouveaux systèmes de qualité qui sont utilisés dans l'industrie, qui ne sont pas enseignés dans les écoles commerciales ou d'ingénieurs, et que le jour où on arrive dans le travail, eh ben, c'est demandé. Et si on pourrait avoir cela avant, d'avoir réalisé dans les stages qu'on fait des certificats ou n'importe, où ça figure que tu as fait un cours en quality management, eh ben ça donne un atout supplémentaire dans le CV. D'accord, c'est clair. Et au niveau des évolutions majeures qu'on a eues ces 5 dernières années, donc là on est en pleine épidémie du coronavirus, mais en dehors de cette épidémie, les évolutions majeures que tu as vues ces 5 dernières années, aussi bien au niveau du recrutement que de l'employeur, que de l'employé, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, là, il faut dire que les dernières 5 années, c'est l'esprit qui continue à exister, c'est améliorer et assurer la production, continue à être le slogan principal. Donc, c'est-à-dire efficacité et disponibilité des machines sera de plus en plus nécessaire pour garantir la compétitivité européenne et garantir aussi aujourd'hui, parce que de la Chine, on a compris maintenant que les machines et que la production doit avoir lieu en Europe pour garantir aussi l'avenir et pour avoir une autocratie sur soi-même. Et c'est là où vraiment on doit, parce que les frais de main-d'œuvre sont plus chers, donc il faut encore plus automatiser et il faut plus avoir une disponibilité de la machine qui soit supérieure. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une machine arrêtée. Donc, l'aspect d'avoir des bons techniciens qui construisent des machines et qui les accompagnent et assurent leur continuité sera de plus en plus important. Et il faut aussi voir que les dernières 5 années, on a épargné en Europe, on a supprimé beaucoup de postes, beaucoup de jobs, etc. parce que on voulait toujours produire à moins cher. Et là, on va avoir des problèmes dans l'avenir parce que ça ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on est arrivé à un certain level, un niveau où ça va casser et où il faut re-embaucher et pas compenser d'avoir peu de personnes, de personnel et de compenser ça par du outsourcing. Souvent, ça ne fonctionne pas. Il faut recommencer à soigner sa propre production et de créer sa propre troupe pour maintenir la compétitivité. Investir dans l'humain, en fait, investir dans son équipe. Investir dans des gens qui connaissent le matériel, qui connaissent aussi les machines et qui nous garantissent pour l'avenir que les machines tournent à plein pot et que s'il y a une casse, que ce soit réparé tout de suite. Parce que 10 minutes d'arrêt en Europe coûtent beaucoup plus cher que 20 heures en Chine. Ouais. Et au niveau justement de ce que tu disais précédemment du outsourcing, on a depuis quelques années maintenant, le freelancing est très à la mode, très demandé. Est-ce que tu penses que les freelancers, cette catégorie de flexibilité va continuer à s'accroître ou est-ce qu'on est arrivé à un pic et les sociétés vont demander de plus en plus à recruter, on va vouloir de plus en plus recruter, ou plutôt aller plutôt sur un opposé et demander à avoir de plus en plus de freelance qui leur permettent d'avoir de plus de flexibilité, mais par contre qui ne sont pas des personnes qui appartiennent à la société.
C'est un peu une lame à double coupe parce que d'un côté, les freelancers demandent naturellement de l'argent pour leurs services généralement, quand les sociétés rentrent en crise, n'ont pas de vente, etc., eh ben, ils essayent d'épargner partout et aussi avec les dépenses externes. Donc, les possibilités d'avoir des contrats intérim, etc., comme freelancer, seront d'un côté moindres dans les prochains 3, 4, 5 mois. Et on espère après que les entreprises se rendent compte qu'ils ont besoin d'une certaine aide, d'une certaine assistance. Et je crois qu'à partir de 6 mois, on va avoir un redémarrage de la machine freelancer qui augmentera naturellement. Cependant, bon, c'est toujours d'être freelancer, c'est toujours aléatoire. Il y a des bons moments et il y a des mauvais moments. Je crois que les prochains 3 mois, si un freelancer va dans une société et va dire, messieurs, je peux vous aider en ceci et cela, les sociétés sont vraiment en ce moment occupées avec soi-même et il faut qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont besoin d'aide parce que leur mettre l'aide devant la porte va pas être utile parce qu'ils doivent s'en rendre compte eux-mêmes. Ouais, et j'espère que cela sera rapidement le cas parce que bon, il faut que la machinerie continue. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et justement, tu faisais allusion directement au coronavirus. Est-ce que, bon, évidemment, le coronavirus, on n'est qu'au début, puisque là, on est au mois de mai 2020. Est-ce que le coronavirus impacte et va impacter significativement le recrutement? Ben, le plus grand problème en ce moment, c'est que avec la quarantaine qu'on a, et tout le monde doit rester à la maison, les home office, etc. Et ben pour les headhunters, c'est très difficile de pousser des candidats que je pourrais recommander à des sociétés X, parce que dans la société X, on ne travaille pas, ou bien les responsables ne sont pas là. Ou bien. Donc, c'est-à-dire, on a en ce moment avec Covid-19, on a un problème qu'il y a un ralentissement de recrutement qui est terrible pour les sociétés, je crois. Cependant, ils ne se rendent pas compte, hein, parce que ça se passe comme ça. Ouais. Eh ben, c'est une situation d'urgence et c'est là où il doit vraiment passer à faire des interviews par vidéo, etc. Cependant, beaucoup de recruteurs ne sont dans les sociétés, les chefs de human resources, de ressources humaines, ne sont pas habitués à ces instruments. Donc, ce qui se passe, pendant 2-3 mois, on est à l'arrêt et là, il y a un certain danger qui arrive parce qu'on doit rattraper le retard et on ne sera pas en tant que ceux qui apportent les candidats si les candidats seront encore là. Ouais, donc à partir de là, et moi j'ai 2 ou 3 cas où j'ai des belles idées que je voudrais proposer dans mon réseau à 2 ou 3 sociétés. Et je n'arrive pas à les avoir parce que ils me disent qu'ils veulent me voir que quand la production est relancée. Parce que c'est là où on va pouvoir présenter aux candidats la situation actuelle et c'est là où vraiment on va pouvoir présenter un cas réel. En ce moment, on est encore un peu dans le virtuel et ça, pour les recruteurs, c'est difficile. Hein. C'est difficile, ouais. Surtout que c'est une période qu'on n'a pas connue, donc on n'a pas d'historique. Oui, exact. Il n'y a pas des expériences du passé. Hein. Voilà, c'est ça. Et on ne sait pas si
si ça va continuer ainsi, si ça va être plus dur ou plus léger dans les prochaines semaines, prochains mois. Il faut voir aussi que les gens qui sont dans le home office depuis 2 ou 3 mois, dès qu'ils se présentent pour un interview, ne seront plus les personnes qu'on trouvait avant. Ils auront changé un peu. Il va falloir refaire le démarrage avec ces personnes pour les habituer de nouveau à être devant un employeur. Parce que depuis 3 mois, ils sont à l'arrêt, etc. Hein. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on doit prendre de l'expérience hein, dans les prochains mois où on retourne un peu et où on apprend à vivre avec le Covid-19. Parce qu'il va falloir vivre avec. Il va falloir faire attention à beaucoup de choses. Cependant, il faut maintenant regarder comment est-ce qu'on va pouvoir, en protection, faire notre job. C'est ça, on doit apprendre dans ce sens-là. D'accord. Et penses-tu que à part le recrutement par rapport au coronavirus ou au Covid-19, penses-tu que les employés ou bien les employeurs vont changer dans leur façon de travailler suite à cet épisode qu'ils vont actuellement? Ce qui va se passer, c'est que vraiment la digitalisation, c'est-à-dire les vidéoconferencing, les webinars, etc., par l'Internet, etc., ça va, les home office, les employeurs qui vont pouvoir décrire une activité bien spécifique et des paquets de travail bien spécifiques peuvent maintenant passer à laisser l'employé à la maison dans le home office. Et avant, ce n'était pas le cas parce que le chef, le patron voulait toujours ses employés autour de soi. Maintenant qu'on ne peut pas le faire, il y a un exemple de tout le monde a dû faire du home office. Et il y a certainement 50% des cas qui ont eu des bons résultats et où le chef maintenant il dit, eh ben, il a une productivité qui est majeure s'il fait son boulot à la maison, parce que comme ça il a un paquet bien spécifique, parce que comme ça il ne peut pas être emmerdé dans la société même. Donc, on va préférer maintenant de créer des postes home office. Et ça, je crois que la virtualité va arriver et va avoir une forte croissance. Donc, des programmes comme Microsoft Conferencing, mais aussi Zoom ou d'autres, ou Skype même, vont avancer à grands pas. Aussi, par exemple, des webinars ou des conférences. Avant, on a voyagé, on est allé à 4 heures de vol pour avoir une conférence de X. Aujourd'hui, ça se fait par un webinar ou par un vidéoconférence, etc. Ça fonctionne très bien. Les gens se sont rendus compte que c'est plus facile de le faire comme ça. Et ils s'habituent maintenant à aussi peut-être pour de l'avenir à faire des choses comme ça. Et ça va être positif pour notre écologie générale et on va gagner du temps, on va être plus efficace. Cependant, il faut voir qu'il y a aussi une contrepartie. Moi, en tant que networker que je suis, le contact avec des personnes directes, avec du small talk, etc., dans des conférences, c'est là où vraiment il va nous manquer dans la créativité aussi une partie qu'il faut de nouveau regagner de façon avec beaucoup de précaution, naturellement, mais il faut la regagner quelque part. Cependant, bon, donc d'un côté, travail à distance, et d'un autre côté, il faut regagner un peu les contacts avec les sociétés parce qu'on ne peut pas faire tout dans le virtuel. Hein? On ne peut pas faire tout à distance. Bien sûr, il y a des limites. Ouais. Il y a des limites. Hein? Ouais.
Et donc, du coup, ce Covid-19 pousse les entreprises en fait à se digitaliser. Oui, exact. C'est là où vraiment, quand il y a une situation de crise qui apparaît tout à coup, tu as besoin de devenir plus créatif pour te... Ouais, c'est un peu quand le bateau il commence un peu à couler, c'est là où vraiment on rame plus vite, hein. Ouais, ouais. Et on trouve des solutions. On Ouais, trouve vite des solutions. on doit abandonner la situation, la comfort zone, la zone de confort, on doit l'abandonner et on doit maintenant se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Je crois que pour les entreprises, recommandable en ce moment, s'il n'y a pas de production, s'il y a une production à force réduite, Ouais, hein, essayez de former votre personnel. Parce que votre personnel, envoyez votre personnel aussi rapidement, vos ingénieurs de maintenance à des cours pour les nouvelles technologies, etc. Profitez-en maintenant de faire de la formation. Ce que vous n'avez pas pu faire dans le passé, faites-le maintenant parce que vous en avez le temps. Utilisez le temps de Covid-19 pour former, pour faire la formation continue. mm, Et ça, il faut l'avoir spécifiquement. Chercher un freelanceur qui soit dans la formation engineering, etc., AutoCAD, et dites-lui de venir à votre société pour donner de la formation spécifique in-house pour vos employés. Ce sont des choses que je fais aussi en tant que recruteur. J'aide aussi des sociétés à donner des formations continues à l'intérieur de leur société. Parce que c'est là aussi où on donne une assistance aux ressources humaines dans les sociétés. Donc, ce n'est pas simplement de trouver la bonne personne pour qu'il soit embauché, sinon, il y a aussi la possibilité d'aider dans le sens de trouver les bons formateurs pour les sociétés. Donc, moi, je considère mon job un peu plus large que simple recruteur headhunter parce que le problème est beaucoup plus grand que de voir le simple embauche. bien sûr, bien sûr. Il faut l'accompagner et il faut l'augmenter dans un certain sens pour l'enrichir. Bien Et sûr. c'est là où vraiment les sociétés ont en ce moment la possibilité de rentrer dans ce sens-là et j'espère qu'ils le font, qu'ils le fassent dans le futur proche parce que utiliser les PES afin de faire des choses que vous avez toujours voulu faire, mais vous n'avez pas eu le temps avant. C'est vrai que ces dernières années, voilà, on était toujours dans la course, à la productivité, la course à la rapidité, et c'est vrai que maintenant, avec ce virus, le côté positif, c'est qu'on a un peu plus de temps par la force des choses, et que je rejoins tout à fait ton avis. Il faut en profiter pour se former, puisqu'en fait, c'est le meilleur investissement qu'on puisse se faire à soi-même et que l'entreprise peut faire à elle-même. Oui, et c'est bon, dans le passé, on avait toujours productivité, ça veut dire la tête dans le guidon. Et maintenant, par Covid-19, on peut lever la tête et on peut regarder par où on va. Voilà. Et c'est là où vraiment on a besoin maintenant de savoir quelles étaient les choses qu'on a laissées de côté à cause de la productivité qu'on a laissées de côté. Et c'est là où on doit rebâtir. Et on doit maintenant faire des choses qu'on a toujours voulu faire, mais on n'a jamais eu le temps. Ouais, ouais. Ou qu'on n'a pas souhaité faire puisqu'on avait d'autres priorités. Ouais. Et c'est vrai que la formation, et ça commence c'est à tous les niveaux, la formation, puisqu'il faut aussi, les dirigeants peuvent également se former, comme le technicien, comme l'ingénieur, comme le commercial. C'est le meilleur investissement qu'une société puisse faire,
pour elle-même et pour son équipe, pour être plus productif, puisque, comme tu disais, le monde évolue, la digitalisation arrive, et il faut être à l'ordre du jour pour pouvoir être toujours aussi concurrentiel dans un monde qui est de plus en plus rapide et compétitif. Et on doit faire ces choses-là dès qu'on a le temps à les faire, mais ça suppose aussi une organisation très stricte, et c'est-à-dire il faut très rapidement, parce que, bon, on est maintenant en quarantaine depuis 8 semaines, hein, 8 semaines, mais les 8 semaines passent très vite, hein, passent très vite. Donc, dans la société, on doit être rapide, parce qu'il faut trouver des solutions de formation très rapidement pour vraiment les lancer. Parce qu'avant Corona, on n'avait pas l'idée parce qu'il y avait d'autres priorités. Et c'est là où vraiment, c'est les chefs de département qui sont demandés, qui doivent donner maintenant leur avis, qui former en quoi. Et c'est là où on doit trouver des solutions rapides. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, avec ce Covid-19, si tu as un conseil à donner à un jeune technicien, ingénieur ou à un jeune en général qui vient de sortir de l'école ou qui va sortir de l'école, avec donc sans expérience professionnelle, avec un bagage qu'il a acquis pendant ces années donc à l'école, et qui se lance dans le milieu professionnel, quels conseils ou quels sont les conseils que tu lui donnerais? Oui, donc le conseil principal, c'est d'avoir pendant ces études, donc ce qu'on disait avant, de bien regarder à gauche, à droite quelles sont les formations supplémentaires dont on a besoin. Deuxièmement, quels sont les travaux pratiques, les stages, etc., qui sont intéressants. Et après, de choisir, quand on va choisir son premier job, de regarder vraiment quelle est la direction du job et de laisser un peu de côté le salaire qu'on va gagner en tant que premier salaire de débutant. Parce que ce que je vois, c'est que généralement, il y a trop de personnes qui se laissent attraper par un salaire qui est 3 000 € plus par année. Bon, ils auraient mieux fait de prendre l'autre job parce qu'il aurait mieux casé dans son CV que le job qui payait 3 000 € plus. Donc, moi, je dis toujours, le CV que quelqu'un présente chez un employeur doit être vraiment à lire comme un petit livre. Et il doit avoir plein de petits chapitres et ça doit être intéressant à lire. Et il doit être, ça doit être animé, ça doit être, il doit y avoir des synergies, etc. Il faut vraiment voir que la personne qui a construit cette tour qui représente son CV s'est posé lui-même des questions. Donc, ça ne doit pas être du zigzag. Donc, ça doit être une ligne correcte et un fil rouge doit être dans son CV. Donc, c'est là où vraiment je dois dire à tous les gens qui font des études, soignez bien votre CV et posez-vous la question vous-même, est-ce que vous serez intéressé à votre CV que vous présentez vous-même? Est-ce qu'il est tellement... est-ce que le recruteur ou le chef de ressources humaines, est-ce qu'il va rester avec votre CV? Est-ce qu'il y a des choses dedans qui vont l'y intéresser? Moi, j'ai fait un MBA, par exemple, à San Jose State University en Californie. Ouais. Ça fait du bien. Moi, j'ai fait une école de commerce à Bordeaux. Pourquoi? Parce que ça fait du bien. Et ce n'était pas le vin rouge. Et j'ai fait l'Espagne, mon baccalauréat dans un lycée français franco-espagnol. Pourquoi? Parce que ça faisait du bien. Bon, c'était peut-être parce que c'est venu comme ça, mais il faut construire un CV. Et c'est là, il ne faut pas laisser arriver les choses, il faut utiliser son temps d'étudiant
son temps le temps de 5-6 ans Ouais. d'études pour vraiment avoir une base solide pour l'avenir. Et c'est ce qu'on doit expliquer, ce que tu auras dans ton CV, ça va t'accompagner toute une vie professionnelle. Et c'est là vraiment où tu peux faire la différence envers un concurrent qui est à côté de toi. Donc, soigne ton CV un maximum et fais quelque chose là-dedans, même si tu fais un stage quelque part sans argent, mais fais-le. Si ça encaisse bien dans ton CV, fais-le. D'accord. Priorité donc à l'expérience, en fait. À l'expérience et à la diversité, mais à la ligne rouge qui doit être dans ton CV. Donc, ça doit avoir une cohérence et la tour doit être bâtie pierre sur pierre. Parce que beaucoup de CV, quand tu les vois, tu vois des trous partout. Et Ouais. ça, c'est mauvais parce que ça donne de nouveau une incitation à la question. Et c'est là où on ne sortira pas quand on a un certain vide quelque part. Hein. Ouais, Donc, ouais. Faut qu'il y ait soignez ton CV. une certaine cohérence tout au long Oui, de ces expériences. exact. Une ligne directrice. Une ligne directrice et une expérience du simple chef de rayon jusqu'au key account manager qui soit quelque part. Ouais, Donc, ouais. ça doit s'agrandir hein, à chaque fois, hein, la tâche, la D'accord. responsabilité. D'accord. Très bien. Euh, Cette interview, j'ai noté le point en fait qui était formez-vous. Oui, Voilà. Si on pouvait absolument. résumer ça rapidement, ce serait formez-vous. Vous avez des bases, c'est très bien, mais maintenant avec ce Covid-19, prenez le temps que vous n'avez pas eu précédemment pour vous former et comment dire, prenez cette période difficile pour vous développer des compétences que vous n'avez pas encore eu le temps d'acquérir ou que vous n'avez pas souhaité acquérir. Et c'est donc le moment le plus approprié pour passer à l'action. Exact, exact. Et regardez aussi à l'intérieur de votre société où est-ce qu'il y a encore des besoins de ressources humaines, de faire maintenant une analyse et peut-être de lancer maintenant des demandes parce que d'utiliser aussi à côté du temps de la formation, le temps de recrutement est nécessaire aussi parce que c'est peut-être maintenant à l'arrêt que vous allez plus voir les points faibles dans votre société. Faites une SWOT analysis et vous allez voir que peut-être il y a un ou un autre poste que vous devez mettre en place. Et si vous avez besoin d'aide, c'est les freelanceurs qu'on peut demander hein, de jeter un coup d'œil maintenant sur l'organisation parce que c'est là aussi où on a le temps. Donc, recrutement et formation vont ensemble et il faut utiliser le temps maintenant. À marée basse, il faut utiliser le temps parce que la marée, elle va arriver et ça va redébuter et c'est là où vraiment on va devoir apporter plus de travail qu'avant, hein, je crois. Ouais. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci Paul pour cette interview. Je pense que ça a permis d'éclaircir la situation, de donner beaucoup de réponses à, à notre public. Alors, merci en tous les cas, Paul, pour cette interview. C'est une chance qu'on avait pu t'avoir, puisque avoir un recruteur international, on n'en a pas tous les jours. Et puis, merci pour ton franc-parler, merci pour toutes ces réponses que tu as apportées. Voilà, merci encore, et puis à bientôt. Au Ok, revoir, Paul. merci Yann, et à la prochaine. Au À la revoir. prochaine. Au revoir, Paul. Au revoir. Voilà, l'entretien est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de choses. Si vous avez des commentaires ou bien si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en dessous de cette vidéo en likant ou bien en laissant vos commentaires. Vous trouverez également en dessous de cette vidéo un lien qui vous permettra de continuer à vous poser vos questions à notre recruteur et également un autre lien qui vous permettra de vous renseigner sur toutes les formations que nous disposons à la The Business Solutions Company. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment
et je vous dis à bientôt. Au revoir.